Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de discussion du festival Millennium. Vous venez juste de regarder le film Cambridge, tourné en 2015 par Eldora Traikova, et on se retrouve ici pour en discuter avec deux invités. Mon premier invité est Biser Alekov, vous êtes bulgare, vous êtes rom, et vous avez travaillé avec notamment des roms et des bulgares en Bulgarie. Et mon deuxième invité est Marie Milcheva-Demot, vous êtes professeure en haute école et vous êtes aussi responsable de la section des films chez Ramdam, le festival Ramdam du documentaire. J'ai envie de vous poser une question très simple juste après avoir vu ce documentaire. Je ne sais pas qui veut répondre en premier, mais qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Moi, j'ai vu le titre Cambridge, j'étais étonnée. Et puis, j'étais agréablement surprise parce que la plupart des documentaires ou films que j'ai vus ou des livres que j'ai lus sur les Gitans étaient plus misérabilistes, en fait. Et ici, énormément d'espoir et une trame vraiment très positive qui nous montre qu'il y a toujours moyen, on va en parler après probablement, de donner beaucoup d'espoir. Mais c'est une approche envers cette communauté qui est un peu différente, heureusement. La plupart d'approches que j'ai déjà vues dans des films documentaires ou de fiction, qui parlent souvent du côté affairiste, du côté mafia, gitan, etc. Donc franchement, c'est des réalités qui existent, mais il ne faut pas cacher cette réalité qui est vraiment montrée dans ce film-là et qui est tellement présente et tellement absente jusqu'à maintenant dans les films. Et Bissar, vous voulez réagir ? En fait, on a vraiment habitué, quand on ouvre les médias, d'avoir l'image très romantique, les Roms qui sont les bohèmes, tu sais, ou l'image très misérable. Mais dans cette film, dans Cambridge, on voit quelque chose de très réalistique aussi. Et je trouve ça très intéressant de montrer la vraie image de la communauté rome. Et moi, en deux mots, je trouvais que c'était des problématiques assez universelles. Donc, il ne faut pas se focaliser sur cette communauté rome dans ce village ou même en Bulgarie. On peut rencontrer cette problématique en Afrique, en Asie, partout où il y a des minorités. Dans des pays en crise économique comme la Bulgarie. Et donc, ce type d'approche de la part des professeurs, de la part de toute la communauté, je trouve qu'on la rencontre dans beaucoup d'endroits et que ça, c'est un très bon exemple à suivre. Alors justement, ça, on y reviendra dans une deuxième partie, mais pour continuer avec le film Cambridge, nous avons interviewé la réalisatrice, donc Eldora Traikova, et elle nous parle un petit peu plus de son processus. Нашата цел не беше да правим изследователски филм. Откъде е тръгнало, защо се е породило и не знам си какво. Искахме да си покажем това явление за тези хора, за това училище и за да се покаже по-добре усилието, което те правят, защото това е усилие, което те полагат. Да се поддържа това училище и да кара децата да учат и да ги така да поддържат в тях този огън на желанието да се учи. Затова не се искаше да го свържим с ежедневието им, за да може да изпъкне вече, наистина по-добре да се разкрие това, което те правят. Защото, както ми каза един учител във филма, за да постигнеш, трябва да направиш жертва. И вече зависи каква ти е жертвата. На всеки жертвата е различна. На тези хора жертвата... Значи те са разбрали, че това е единствения начин образованието. Единственият начин те да са полезни, да се внедрят в обществото, да не бъдат отхвърляни. Не, че не са отхвърляни отново. И всъщност си мисля, че този филм не е за тях толкова. Този филм е за нас. Затова, че и ние трябва да преодолеем себе си. Защото когато говорим за една общност, която по принцип не се харесва и така с лека ръка зачеркваме, първо не може всичките да ги поставяме по този знаменател. Както и ние не сме еднакви, така и те не са еднакви. Но от друга страна, както те трябва да направят усилието, говоря за общността, не за тези хора в това село, да цялата общност трябва да направят усилието като тези, да тръгнат от някъде, да тръгнат от образованието, така и ние трябва да направим усилието да почнем да приемем различния. Защото и ние има какво да учим в тая посока.
Така че, според мен, пътя трябва да е един към друг и по този начин да вървим. И точно при тези хора е осъзнат процесът. Той е осъзнато това, че това е единствения начин. Ами сред тях имаше едно момче, което учеше магистратура по атомна физика. Значи това за мен атомната физика е абсолютно необятна материя. И то със съзнанието, че иска да иде на работа в Козлодуй атомна централа и не се знае дали ще го вземат, поради произхода му вече. И затова казвам, че това трябва да е някакъв взаимен процес, на взаимно престъпване едни към други. Но от друга страна, наистина трябва да е осъзнато от тази общност, че те не могат да очакват непрекъснато някой нещо да им даде. На никой нищо даром не му идва и те трябва да го направят това усилие. Et alors, à votre avis, ce film est à destination de qui? Est-ce qu'il est plus à destination des Bulgares, des Roms ou de nous qui ne connaissons pas très très bien cet univers? À votre avis, qui était le public cible en quelque sorte de ce documentaire? Je trouve que pour les Bulgares, c'est un film vraiment salutaire à voir. Car les Bulgares, en général, ont depuis leur enfance un préjugé par rapport à la communauté rome. Et c'est vrai que dans une période de crise économique qui dure depuis déjà 20-30 ans, malheureusement, les premières victimes du chômage, de l'exclusion sont les Roms. Déjà, donc, au départ, la couleur, souvent l'accent. Ici, dans le film, ils ont un accent parfait en bulgare, mais souvent, les Roms n'ont pas une expression assez riche en bulgare ou souvent un petit accent aussi. Et donc, il y a un blocage, il y a des préjugés, il y a vraiment, on peut dire, du racisme. Et même quelqu'un qui est très bien éduqué, dans le film, on le dit, on nous voit, on est gitan et on reste gitan. Etc., etc. Et donc, c'est difficile, en fait, de rester optimiste et de se battre quand on voit une telle exclusion. Donc, ça c'est vraiment difficile de changer le point de vue de la majorité de la population. Mais la première chose, c'est justement aider l'intégration des Roms en Bulgarie. Donc, c'est un film salutaire. Je ne sais pas, bien sûr, par rapport aux Roms, c'est très positif aussi. Et je pense que par rapport au public occidental ici, c'est hyper important de voir la réalité des Roms dans ces pays-là. Parce qu'on les voit souvent ici, à Bruxelles, 10 000 Roms, c'est ça? Dans des circonstances et des contextes beaucoup plus misérabilistes. Vous diriez aussi salutaire, le film? En fait, pour moi, la destination des films, ça peut être le public large. Oui, tout à fait. Ça peut être les Bulgares, ça peut être aussi les Roms. Les Roms eux-mêmes? Et j'ai regardé le film comme un Rom. Et je dis, waouh! C'est un film qui montre un très bon modèle. Et ça, c'est un modèle pour une communauté où l'éducation est devenue une valeur. Et ça, on ne trouve pas souvent. On ne valorise pas l'éducation dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été partie de cette éducation. Et comme je dis, jamais été partie de ce système d'éducation. On n'a pas eu beaucoup d'enseignants, beaucoup de profs qui sont roms et qui travaillent dans les écoles. Et ici, on voit un processus d'intégration. La directrice, qui a étudié il y a 20-30 années, qui est devenue une directrice, il y a la deuxième génération qui ont été les profs dans cette école. Et donc, le système d'éducation dans ce village d'école était plus ouvert vers les communautés roms. Et pour ça, dans les troisième génération, on voit les enfants qui disent je vais aller à Cambridge, je vais aller à Harvard. Oui. Tu sais, les valeurs sont changées et ça prend beaucoup de temps. Cette communauté est souvent stigmatisée, souvent décriée, on le voit un petit peu dans le film aussi. Est-ce que la mentalité a évolué depuis 20, 30, 40 ans, ou est-ce qu'on est toujours dans la même vision de la communauté rome en Bulgarie? J'espère qu'elle a évolué.
Ce que la réalisatrice dit aussi, c'est que vraiment on doit connaître les Roms grâce à des films comme ça ou grâce à des interactions, bien sûr, sur le terrain, parce que si chacun reste dans sa communauté, c'est difficile. Et j'espère que cela a évolué. Je n'en suis pas très sûre. Il y a beaucoup de travail d'être fait. Par exemple, ça commence avec les familles, ça commence avec les maternelles. Si on dit à notre enfant à la maison, mais fais attention parce que les gitans vont venir te prendre. Oui, ça, imagine qu'est-ce que ça va quelque chose passer qu'on avec... dit en Bulgarie. C'est une sorte de père fouettard, si vous voulez. mais aussi, peut-être, j'habitais jusqu'à 28 ans en Bulgarie. Après, j'ai déménagé ici en Belgique. Il y a déjà 9 ans que je suis ici. Et le premier truc que j'ai remarqué, c'est comme je rentrais dans le métro, j'ai vu des gens qui parlent différentes langues. Et avec mes amis, on a dit on va faire un expériment. On a commencé à parler en romanès. Mais il n'y a personne qui l'a remarqué. Tout le monde était dans son chemin. Parce qu'en Bulgarie, en Sofia, dans les grandes villes, si tu rentres dans le bus et tu commences à parler en romanès, dans notre langue maternelle, tu reçois dans 3 minutes la réaction. Mais ici c'est Bulgarie, on doit parler bulgare. Ça c'est la langue nationale. Qu'est-ce que vous parlez? C'est quel... Oui, ça on le voit dans le film d'ailleurs, Oui, à un moment donné. Et encore aujourd'hui, on voit cette réaction en Bulgarie. Ouais. Et imagine maintenant, Bulgarie, et spécifique cette région, les plus pauvres régions, qui sont dans une situation économique très difficile. Beaucoup de gens ils ont perdu son boulot. Et donc, ça augmente aussi les la susceptibilité ou le ressentiment. Oui, c'était là-dessus justement que je voulais aller. La situation économique bulgare est loin d'être idéale. Est-ce que c'est un facteur aussi aggravant de ces tensions? Oui, je pense parce que dans ma jeunesse, en tout cas, il y avait cette politique, vraiment, c'était une politique nationale c'est exprimé de façon bizarre, mais discrimination positive. Et par exemple, à l'entrée de l'université, il y avait toujours des examens d'entrée, des quotas, et il y avait parmi la minorité turque et rom, donc un quota bien défini où malgré des résultats éventuellement plus faibles, il y avait des places assurées donc, dans les universités et on donnait la possibilité en fait à des enfants des communautés d'entrer et d'avoir une promotion sociale et dans la vie, etc. Et puis, je pense que ça n'existe plus, je ne suis pas très sûre, cela n'existe plus, mais donc c'est difficile de s'intégrer, surtout dans une situation où il y a beaucoup de chômage. Et quand on a dit dans le film, je me présente, je suis rom, et donc voilà, on me ferme les portes. Parce qu'il y a déjà beaucoup de Bulgares qui sont sans emploi. Et donc ils vont préférer donner cet emploi à un Bulgare, peut-être que le jeune ingénieur en physique nucléaire va travailler la centrale nucléaire, mais peut-être pas. On l'a vu donc tout au long de cette discussion, l'éducation, c'est quelque chose qui revient souvent, l'éducation comme moyen d'intégration. En tant que professeur, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous croyez? J'imagine que oui, évidemment, mais est-ce que c'est aussi important qu'on peut le voir dans le film? Mais je trouvais que c'était vraiment une vraie vocation, en fait. C'est des gens qui ne font pas ce métier vraiment pour avoir un salaire ou parce que, voilà, à un moment donné, ils n'ont pas plus de choix. Non, au contraire, c'est une vocation. Ils ont choisi et ils ne sont pas seulement professeurs. La directrice n'est pas seulement directrice, elle vraiment dépasse le cadre de ses obligations en tant que directrice. En fait, c'est des bonnes fées, c'est comme ça que je les ressens.
c'est des bonnes fées, même quelques-uns au sein de l'école qui remplacent plus ou moins, enfin pas tout à fait bien sûr, les parents absents qui sont partis en Italie ou ailleurs pour gagner un peu d'argent pour pouvoir aider leurs enfants. Et ces bonnes fées peuvent justement aider les enfants à choisir le bon chemin, parce que soit on entre dans un cercle vicieux négatif, soit voilà, on continue avec cette motivation, et même si on rêve de Cambridge, de Harvard, etc., et que plus tard peut-être que ce ne serait pas le cas, peut-être qu'une personne va réussir d'aller très loin et va, comme tu le dis très bien, va retourner après, donner ce bon exemple, et c'est des générations après qui vont être entraînées sur cette bonne voie. Et alors, est-ce que justement ces écoles roms au sein de communautés roms, c'est quelque chose de courant en Bulgarie, ou c'est vraiment un exemple, encore une fois, assez particulier de la communauté de Cambridge? On a beaucoup d'écoles maintenant, et ça c'est plutôt dans les villages, dans les petits villages, où il y a beaucoup d'enfants qui sont roms. Et donc, s'il y a un modèle qui est créé, ça marche. Peut-être les enfants vont continuer plus loin, ils vont continuer en secondaire, dans l'université. Mais si on manque ce modèle, on va continuer de rester dans les cercles vicieux. Et alors justement, comment vous voyez la façon dont sont traitées les communautés roms ici et en Bulgarie? Est-ce qu'ici, les efforts qui sont faits sont adéquats et pourraient être répétés en Bulgarie, ou est-ce que le travail n'a absolument rien à voir? Il y a beaucoup d'apprendre ici, mais il y a beaucoup de capacités en Bulgarie aussi qu'on peut utiliser. Par exemple, qu'est-ce que je vois? Qu'il y a beaucoup de femmes qui sont été enseignantes, qui ont été profs en Bulgarie. Ils se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles comme femmes de ménage. Parce qu'il vient avec son famille, il doit faire tous les démarches pour les enfants, tu sais. Et donc, il reste quand même dans une cadre fermé. Sur le travail, on doit gagner, assurer la vie de notre enfant. Et donc, pour une femme qui était prof en Bulgarie, qui vient ici, elle commence comme femme de ménage, c'est très difficile de sortir de ce domaine de nettoyage et elle reste là-bas. Donc, pour moi, ça, c'est une capacité qu'on perd. À l'autre côté, on voit différents exemples qui marchent ici. Par exemple, dans les écoles ici, on a les assistants sociaux, on a les médiateurs. Il y a différents ASBL qui essayent de mettre différents projets ensemble avec les écoles. Et en Bulgarie, dans une région comme la région dans le Tibre, ça manque. Ça manque les réseaux plus larges à côté de l'école. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. En tout cas, c'est sur cette maxime populaire que s'est créé le projet Racine, qui propose aux jeunes Bruxellois de découvrir leurs origines. Les enfants, bonjour, coucou. Bonjour. Bonjour à vous. Ah, c'est toi qui es chargé de mettre le chauffage. Bonjour. C'était le projet Racine dans cette classe depuis le mois de septembre. Les enfants sont très impliqués. Ils aiment beaucoup. Moi, j'ai vu qu'au départ, il y avait quelques appréhensions, parce qu'ils font vraiment un travail de mémoire sur les générations passées, sur leurs ancêtres. Et parfois, c'était un peu tabou, mais grâce à Delphine et Dominique, on a su répondre à ces appréhensions. Et voilà, ils en sortent vraiment très enrichis. Et ça leur permet de répondre à une question que je pense qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie, c'est qui suis-je ? Qui on est, et voilà, je trouve que ce travail, il est bien, enfin, c'est important de le faire en primaire, parce que c'est à un moment donné où ils se posent beaucoup de questions sur eux, et voilà, c'est une amorce d'un travail qui, je pense, va durer toute leur vie. On a déjà travaillé pendant tout un temps maintenant sur vos origines, sur l'arbre ascendant que vous avez rempli, hein. Vous avez été à la recherche des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il y en a qui ont tout rempli, il y en a qui ont encore à remplir, parce que c'est sûr que c'est pas très facile parfois d'avoir toutes ces informations-là, et que vous allez continuer, j'espère, ceux qui n'ont pas fini, hein, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre encore. On a réfléchi
sur l'arbre généalogique, sur les pays d'où on venait, sur les métiers des parents, des arrière-grands-parents, des grands-parents, tout ça. Et maintenant, ça fait comme si vous aviez toutes des connaissances sur tout votre passé, sur tout ce qui s'est passé avant vous. Et ce qui s'est passé avant vous, ben, c'est un petit peu tous des petits fils qui tissent ce que vous êtes, vous. Hein, parce que vous avez reçu tout ça, de tous ceux qui ont été avant vous. C'est Vinciane Anquet qui a créé ce projet il y a quelques années, qu'il a mené dans sa classe à elle, qui était enseignante depuis 30 ans au moins, et qu'il l'a fait la première fois parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas tout à fait disponibles à l'acte d'apprendre, parce que trop préoccupés par des choses qui n'étaient peut-être pas très claires dans leur histoire. Et du coup, elle a créé ce projet et d'année en année, il se développe, il se structure et il se développe dans de plus en plus de classes. Là, maintenant, on le fait dans 100 classes, je pense, cette année. Et à chaque fois, c'est la constatation à quel point, justement, le fait de retrouver des connaissances sur d'où on vient, ça permet de s'ancrer et de trouver toutes des forces qui sont là, mais qu'on ne réalise peut-être pas suffisamment. En tout cas, ça leur permet de les trouver et de décider, de se sentir plus responsable. D'où on vient, cette question. Souvent, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup... Et donc l'enfant, ça lui permet vraiment de rentrer en lien avec ses parents. Alors c'est certes, il y a des enfants qui sont plus soutenus par leur famille que d'autres, mais petit à petit, par rapport au début de l'année, on sent que petit à petit, même les enfants pour qui n'avaient pas beaucoup de réponses finissent par en avoir. Et puis il y en a qui n'avaient pas de contact du tout avec leurs grands-parents, qui habitaient un autre pays par exemple, et que ce projet les a incités à prendre contact avec eux. Grâce aux moyens de communication, maintenant c'est peut-être plus aisé. Et ça a aussi créé, comme disait Dominique, vraiment des liens qui n'auraient pas été créés si on ne les avait pas suscités en fait. Et donc ça les aide à fleurir, à grandir. Ça y contribue. Au fil du temps, ils se rendent compte plutôt par le biais des activités qu'ils ont plus de points communs que de différences finalement. Par le biais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment enrichissant, parce qu'en échangeant, ils se rendent compte que leurs différences qui leur semblaient un peu tabous, c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec les autres, et donc ils en parlent plus facilement. Vous voyez, si on vous met debout sur les chaises, c'est aussi pour vous faire sentir que vos racines et tout ça, elles sont en dessous de vous. Elles sont là, en dessous, là, et qu'elles vont vous aider à grandir. Hein? Et donc, maintenant, on va réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et le tronc, c'est vous, là. Ça vous permet de prendre toutes les forces qu'il y a en dessous de vous, toutes les qualités que vous avez dites tout à l'heure, toutes les forces, et d'en faire quelque chose qui est à vous, et de le développer comme vous avez envie, vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir discuté de tout ça. On rappelle toujours l'importance des documentaires pour justement apprendre sur les autres, découvrir les autres, avoir moins peur des autres. Et c'est comme ça qu'on aime au Festival Millennium. Merci à vous d'avoir été ici aussi. On se retrouve dans une autre séance, dans une autre discussion, après un autre film du Festival Millennium.